Merci à vous d'avoir été patient. Donc là, nous enchaînons, si j'appuie sur la télécommande, sinon on n'a pas les bons, sur un dernier panel pour parler des... Parce que c'est Payment FinTech Club, vous voyez, il y a deux mots. Alors on a fait quand même 90% sur paiement, là on fait sur 10% de la matinée sur FinTech, mais des fois on a fait le contraire. Donc il y a plein de nouveaux acteurs qui depuis, allez, moi je date ça au Carbone 14 à 1998 PayPal. Depuis que PayPal est né, on a reçu, et tous les VC ont reçu, 10 dossiers par jour de « je suis le nouveau PayPal », et puis après c'était « je suis le nouveau truc ». Mais enfin bon, dans le paiement, depuis, il y a eu foison d'innovation. Certains ici dans la salle ont créé un paquet de FinTech sur différents modèles, et puis après ils sont venus en arrière, on a parlé du P2P, du QR code, plein de choses. Et puis grâce à eux, on en a vu émerger, en tout cas parfois des projets qui ont été au bout, parfois non, parfois des licornes. Donc moi j'avais envie d'avoir votre avis, pas forcément sur les 25 dernières années, ça on ira regarder Google et ChatGPT, mais plutôt vous, comment vous voyez à la lumière de tous ces besoins qu'on a évoqués, alors des fois il y a des offreurs et des demandeurs on va dire, comment vous voyez l'innovation dans ce monde-là des paiements dans les années à venir. Il n'y a qu'une question finalement pour les 28, 26, 27 prochaines minutes. À vous trois. Et bien sûr, vous pouvez réagir à ce qu'on a entendu, je vous autorise. Donc peut-être, premier tour de table, qui vous êtes, et je reprends sur ma question. Philippe. Donc moi, je dirige Partech. Partech, c'est un des principaux investisseurs FinTech en Europe. Cantos, Compte Nickel, Setcare, Alam, Nepsor, The Guarantors, Rockfi, Joco, TOS, Wave. Wave, c'est la principale innovation à mon point de vue. On a sorti Orange Money d'Afrique. C'est tout le peer-to-peer paiement en Afrique. TerraPay, c'est la plus grosse infrastructure de paiement cross-border dans le monde. C'est tout ce qui... c'est le backbone de tous les Western Union et autres. Et puis un peu plus loin, TOS, la plus grosse néobanque, 1 milliard de chiffre d'affaires en Corée. The Guarantors à New York, 700 millions de primes, 35% de loss ratio, une assurance sur les locataires qui n'ont pas de credit record à New York, notamment. Agica, Pennyline, Papernest, Fresha. On a fait 20 projets ces 10 dernières années. Et ce qui est impressionnant en FinTech, c'est qu'on a eu un échec sur 20. C'est October, extrêmement lié évidemment à la maladie d'Olivier Goua, que vous connaissez sans doute tous. Voilà. Donc, de notre point de vue, un secteur extrêmement dynamique. Et vous l'avez compris, aucun investissement paiement en Europe continentale. On y reviendra, il y a une bonne raison, voilà. Je suis sûr. Et il y a des bonnes raisons, mais on y reviendra. Donc, nous, on a fait des paris paiement extrêmement forts dans des zones émergentes. Xendit, j'ai oublié Xendit, évidemment, en Indonésie, énorme. Mais on n'a pas voulu faire de paris paiement en Europe continentale. Et je suis évidemment prêt à expliquer pourquoi. Je termine juste autour de table de présentation, mais on revient à cette question. Bernard Louis, je te laisse présenter. Donc, moi, je suis Bernard Louis Roch. Je suis General Partner et cofondateur de Truffle Capital. Auparavant, j'ai été sur les marchés financiers et ensuite entrepreneur. J'ai revendu ma première entreprise au groupe Suez et j'ai cofondé Truffle Capital, qui est un investisseur dans le domaine de l'innovation. Nous avons 2 secteurs, la biotech, et c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon associé, et la fintech depuis 10 ans. Nous avons fait 26 investissements, 6 sorties. Nous avons une 7e sortie en cours. Si je peux expliquer en 2 mots la raison pour laquelle on s'est focalisé sur les fintech, alors que nous étions plutôt tech, un peu généraliste quand on a créé Truffle il y a 19 ans. C'était tout simplement parce qu'on a vu là une opportunité de développer des sociétés européennes qui allaient bénéficier de certains travers de l'Europe, notamment la régulation, grâce au passeport européen, et de pouvoir ainsi créer, développer des champions européens qui seraient ensuite plus valorisables à l'international. Merci. J'ai plein d'autres questions, mais là c'est juste le tour de table.
À toi. Donc, bonjour à tous, donc Didier Vallée. J'ai été longtemps banquier, donc de l'autre côté de la barrière, entre guillemets, par rapport au FinTech, puisque j'ai travaillé notamment 18 ans à la Société Générale, où j'ai terminé numéro 2. J'ai créé Varsity avec Kamel Zeroual et Florent Thomas, les anciens de Serena, il y a 3 ans, donc un peu le petit dernier. Donc on est en train de finir notre levée de premier fonds et d'investir dans la tech, pas simplement dans la FinTech. Et j'ai eu un sas de décompression entre la banque et le fonds, puisque pendant 5 ans, j'ai investi en tant que business angel, notamment dans des fintechs comme Epsor, comme Conto, comme Pennylane, comme Numéral dans les paiements aussi, pour montrer certaines qui ensuite se sont vendues en M&A mais n'ont pas forcément réussi à scaler. Et aussi dans tout ce qui touche à la crypto, parce que je suis aussi investisseur dans Flowdesk et dans Morpho, qui sont aussi des solutions françaises qui sont intéressantes, puisqu'elles ont énormément bien scalé sur ce domaine, en dépit de l'hiver qu'il y a pu avoir sur la crypto, même si aussi il y a eu un hiver sur les fintech, donc il faudra qu'on en parle un petit peu, où est-ce qu'on en est du cycle. Écoute, ça tombe très bien, c'était ma première question. Pourtant, je ne les ai pas envoyées. Donc, l'hiver fintech est-il terminé? Tu avais le micro. Oui, je pense. C'est vrai que la fintech, je laisserai Philippe et Bernard compléter, mais jusqu'en 21, c'est un secteur qui était en plein boom, avec des valorisations qui ont été stratosphériques. Il y a eu des levées de fonds dont on a tous entendu parler, qui étaient en termes de multiples de chiffre d'affaires sur des anticipations de croissance extrêmement élevées. J'allais dire, celles qui s'en sortent, c'est celles qui ont réussi presque à lever juste avant ce retournement de marché et qui avaient un business model solide. Donc on les connaît, hein, les Conto, les Alan, les Pennylane et d'autres. Et ce qu'elles ont réussi à faire, en fait, je pense, pendant 2-3 ans, c'est de travailler à la fois sur le modèle de croissance, donc absorber en fait l'effondrement du multiple, et aussi travailler sur leur rentabilité, notamment quand elles étaient dans une phase de scaling. Et je crois qu'il faut qu'on soit tous fiers d'avoir aujourd'hui, en effet, ce sera toujours des licornes, je pense que le terme est un peu galvaudé désormais, mais des entreprises qui sont extrêmement bien valorisées, comme celles que j'ai pu mentionner. Ensuite, il y en a certaines qui sont tombées, parce que je pense que leur modèle, notamment pour avoir fait aussi de l'InsurTech en B2C, c'était un peu compliqué. On se rappelle de Luco. Donc il y a eu, entre guillemets, une évolution darwinienne normale des business models qui étaient à coût d'acquisition trop élevé, avec des acteurs traditionnels qui défendaient chèrement leur place. Et aujourd'hui, je pense qu'on commence à voir une nouvelle vague d'innovation qui combine en effet l'IA, l'agentic AI, qui sont des sujets très intéressants pour gérer des process assez complexes, qui est le cas de la finance. Je rebondis, mais vous pouvez bien sûr réagir et prendre le micro. Philippe, juste une question pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Didier. Oui, il y a eu des valorisations extrêmement élevées et des levées de fonds extrêmement élevées en 2021. Il y a aussi eu, et pour vous, c'est pour ça aussi que vous travaillez, des exits extrêmement élevés, parce qu'il y a eu des IPO. Moi, je me rappelle, en août 2021, j'ai un copain par jour qui m'a appelé, un ancien du PFF, pour me dire qu'il était milliardaire, quoi. Donc, ils étaient aux US, tous pas ici. Mais quand tu rentres au Nasdaq sur une valeur à 15 milliards et que tu regardes 11 mois plus tard et que tu as moins 90%, c'était cool pour le VC qui est sorti, moins cool pour le gars qui est rentré au moment de l'IPO. Donc, est-ce qu'on n'a pas aussi vécu des excès de votre secteur que vous payez peut-être aujourd'hui dans les levées de fonds Question pour toi. Alors, l'emballement sur les IPO US, c'est un sujet. On ne peut pas dire qu'il y a eu un énorme emballement sur les IPO européennes. Hein. Non, mais la com est mondiale. Premier sujet, et les rares qui ont tenté, des belles boîtes comme Made, comme OVH, comme Believe. Ça ne s'est pas toujours bien terminé, hein. Avec des retraits de cotes. Donc les IPO, je pense que ça vaut le coup de faire un panel à part entière. D'accord. Donc on va laisser de côté. On a quand même fait de très belles sorties en Europe, hein. Nous, on est sortis de Cantox, BNP, Compte Nickel, BNP. Compte Nickel, maintenant, c'est 5 millions de clients, hein. Donc on a fait de très belles sorties. Pas des licornes, mais aux environs de 400 millions d'euros. Très, très bien gagné notre vie. Et moi, j'ai un point de vue un peu différent. Il y a eu des excès, mais c'est normal qu'il y ait des excès. C'est normal qu'il y ait des excès parce qu'il faut tenter. Ensuite, je trouve que les excès qu'il y a eu, et je suis totalement d'accord avec Didier, c'est sur des unit economics, c'est dans des secteurs mal foutus. Moi, je n'ai pas voulu faire Luco. Mes analyses sont toujours très très simples. L'assurance habitation, globalement, les gens sont contents. Les mutualistes, c'est le pays où les mutualistes ont un très bon service client.
Vous regardez les taux de satisfaction, je fais de la publicité pour personne de Maïf, c'est excellent. Allez chercher un coût d'acquisition, et objectivement, pour la plupart des gens, c'est pas cher. Donc, vous êtes sur des coûts d'acquisition élevés, dans un secteur où il n'y a pas de disruption attendue, et donc vous avez un retour sur le coût d'acquisition client qui est très long. Ça ne peut pas marcher. Je vous donne un deuxième exemple que nous, je n'ai jamais voulu faire. Vous vous souvenez des logiciels de gestion de portefeuille automatisés. En gros, les gens gagnaient 70 € par an avec un coût d'acquisition 350 €. Donc moi, je me suis toujours dit, c'est complètement fou, ça va tomber, et ils sont tous tombés. Donc, les VC font des erreurs, mais il ne faut jamais oublier les fondamentaux économiques d'une entreprise. Puisqu'on parle de fondamentaux économiques, pour ceux qui sont ici plutôt dans les entreprises classiques, nous les fondamentaux, c'est je vends, j'ai un chiffre d'affaires, je peux payer mes salariés. Dans les startups, on a vu pas mal d'excès où on perdait beaucoup. Puis alors, tout d'un coup, on leur a dit depuis 1 an et demi, vous leur avez dit, ça suffit, la fête est finie, maintenant, d'ici la fin de l'année, t'es rentable. Avec ou sans CUDAC, on peut discuter. Et on voit des annonces, d'ailleurs il y avait un article cette semaine dans les Échos pour un de nos membres, Spendesk, mais on pourrait le citer pour d'autres. Voilà, on se félicite, ça y est, on a la baseline. Mais est-ce que c'est un succès, une réussite, ou plutôt une hypothèque sur l'avenir? Parce que quand on suit pile la baseline, on ne va pas faire ça, quoi. Donc les décacordes en Europe, plus compliqué. Je crois qu'on a un cycle. Et la FinTech, c'est le subset, le segment du venture capital qui est sans doute le plus récent. Donc je voudrais donner quelques chiffres. Depuis 3 ans, c'est à peu près 20% du marché du venture capital, à la fois en Europe, aux États-Unis et en Asie. 20%, ça en fait un des premiers segments. Mais si on remonte à 5 ans en arrière, on était plutôt autour de 10%, différence selon les géographies, plus aux US, moins en Europe. Et il y a 10 ans en arrière, on était autour de 1%. Donc c'est vraiment un segment qui s'impose aujourd'hui, et c'est une tendance lourde. D'ailleurs, l'intitulé, à mon avis, de ce panel correspond bien à la notion de tendance lourde. Le premier cycle, pour moi, le premier cycle arrive à son terme. C'est un cycle où il y a une progressive montée en puissance avec des bons fondamentaux et soutenu par ces bons fondamentaux, une créativité très importante et beaucoup d'investissements de la part des VC. Ça s'est emballé, mais la tech s'est emballée globalement, et la FinTech, plus en vogue en 2020 et 2021 que la tech en général, s'est emballée de façon disproportionnée. Ça a été pour moi une phase d'exubérance irrationnelle. Donc je ne croyais pas du tout à ces licornes, qui étaient des licornes de papier, qui n'avaient aucune corrélation avec les fondamentaux. Et je pense qu'effectivement, il fallait une correction. L'emballement, ça montrait que le secteur était attractif. La correction, elle va avoir lieu, ou elle a lieu en ce moment. Une licorne qui n'a pas les fondamentaux qui justifient le statut de licorne, elle va, à un moment ou à un autre, s'effondrer. Ça, c'est un fait. Maintenant, la phase dans laquelle nous sommes est plutôt une phase de correction. Une phase de correction qui est un peu sévère. Je dirais que pour nous, c'est business as usual. Tu développes ton business, mais tu vas quand même maîtriser ton coût d'acquisition. Tu ne peux pas dépenser n'importe comment l'argent. Et je dirais que dans beaucoup de secteurs, il y a eu effectivement des exagérations et des sociétés moins exagérées. Je prends la dernière session qu'on a faite. Je regarde les gens du groupe BPCE qui ont acquis une société dans la Comptatech. Il y a eu beaucoup d'excès dans la Comptatech, des sociétés qui se sont survalorisées et qui se sont du coup fermé la route du M&A. Et en revanche, la société qu'on a vendue, Paydat, était dans des métriques beaucoup plus raisonnables, était restée dans cette orbite-là. Donc ça permet des sorties. Maintenant, est-ce que dans les 10 prochaines années, on va rester dans une phase de consolidation, de méfiance? Parce qu'il y a quand même de la méfiance aujourd'hui vis-à-vis de la FinTech dans le monde des LPs. LPs, c'est les gens qui te permettent d'investir, toi. On peut le dire. Mais je pense qu'il y a des signes. Alors, c'est vrai qu'avec presque 20 ans d'expérience d'entrepreneurs dans le VC, on a vu plusieurs cycles, 2007, etc. Donc, les cycles, il y a des hauts et il y a des bas. J'entrevois certains signes. Je ne maîtrise pas le timing, mais j'entrevois certains signes qui montrent qu'en général, ça démarre aux US. On parlait des US, il y a une grosse différence entre le marché des US et par exemple, l'IPO de Circle. Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi d'exubérance, là?
Je ne sais pas, non mais c'est un signe. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'hiver pendant un certain temps, puis tout d'un coup, les gens se précipitent dessus. Donc il y a Circle, $30 le prix à l'IPO, ça monte à 230, 240. Bon, c'est autour de 200 maintenant, mais enfin, c'est quand même au-dessus de 30. Il y a eu Chime, et on parle beaucoup d'IPO en Europe. Donc ça, c'est un truc nouveau. Alors, les IPO ne vont peut-être pas se faire en Europe, mais des boîtes européennes comme Revolut et Klarna, qui peuvent être des game changers pour notre industrie et déclencher un appétit dans le monde de l'investissement en général, mais qui tirera les leçons de l'exubérance qu'on a connue. J'avais une question pour Didier, mais je vois que tu voulais réagir. Je viens. Oui, moi je. T'as le droit de pas être d'accord. Ah oui, franchement, je trouve ce panel aberrant. C'est tellement. Mais il est sympa, Philippe. C'est tellement 2023. Enfin, je veux dire, c'est fini, les amis, la crise. Enfin, Penny Lane, c'est une boîte qui fait trembler ses gides. Il faut être clair. Alan, dont on annonçait la faillite, gagne le contrat du ministère des Finances, les amis, là. Il faut revenir sur Terre. C'est des énormes succès. Les mutualistes santé complémentaires disaient Alan va faire faillite. 150 000. Ils ont sorti la MGFI du contrat. Moi, je trouve qu'il y a eu une phase d'ajustement en 2023. On est en train de faire des dossiers avec Didier ensemble. On a fait une boîte récemment. La boîte fait 5 fois de croissance d'ARR en 5 mois. Moi, je pense que la phase de doute normale de 2023, elle est passée. On rentre dans un cycle d'investissement et je suis très, très optimiste. Et quand on voit les bouleversements qu'il va y avoir, notamment sur le marché de l'épargne, je pense que c'est un secteur des plus porteurs dans les prochaines années. J'y reviens. Et dernière chose, nous, c'est le secteur sur lequel on a le moins d'échecs. La FinTech ? La FinTech. On a un loss ratio d'à peu près 5%. C'est-à-dire qu'il y a 5% d'investissements dans lesquels on investit qui ne rendent pas l'argent. Si vous prenez mes collègues qui font du hardware, je pense que c'est 25%. Donc il faut raison garder. Il y a eu un ajustement, il y a eu de l'exubérance, mais globalement, les entrepreneurs FinTech s'en sortent très bien. Alors, j'allais sur toi, Didier, mais on refera un tour sur ces points-là, en particulier sur Wealth. Mais finalement, donc, toi, tu as lancé au bon moment, puisque tu te lances en bas de cycle. Donc, théoriquement, tu peux faire des emplettes sympathiques. Non, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe, je pense qu'en effet, la correction, elle est derrière nous. Maintenant, en fait, il faut trouver les bons segments qui n'ont pas encore été pris par la première vague, en fait. Je pense que la première vague, elle a surfé... notamment sur les paiements, on en a parlé, les néobanques, tout ça sont des sujets qui ont été vus en large et en travers, parfois avec en effet des gros succès. Le winner takes all, on l'a vu, par exemple Néobank, Revolut a à peu près pris tout le marché, et on voit d'autres néobanques qui sont en difficulté. Donc maintenant, c'est où est-ce qu'il y a de la place demain pour ces innovations. Je pense comme dans tout changement, il y a à la fois changement réglementaire, donc tout ce qui touche à alors dématérialisation des factures, on en a déjà parlé, mais factures électroniques, mais en fait on voit que de plus en plus il y a besoin d'avoir une continuité entre paiement, financement, facturation, intégration dans le GL, dans le GL, dans la tenue de compte, enfin la compta. On voit évidemment les gros acteurs comme Conto ou comme Penny Lane qui vont un petit peu sur ce terrain de jeu. Tout ça, ils vont sur la brèche de 2026, facture électronique. Ouais, exactement. PDP, etc. C'est le point d'entrée. C'est le point d'entrée, c'est pas que ça. Mais voilà, mais ils veulent faire une super app comme on a essayé de faire des super apps sur la partie plus particulière. Mais comme là, il y a une poussée réglementaire obligatoire. Et la question, c'est est-ce qu'en effet, entre guillemets, toutes les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui sur les agents, les IA, etc., fait qu'un nouvel entrant pourrait être mieux qu'eux, qui sont en fait la vague précédente, tout en étant extrêmement bons dans ce qu'ils font. On a des entrepreneurs, là on parle d'entrepreneurs top notch, quoi. C'est le top 0,01% quand on parle de Steve, d'Alex chez Conto ou d'Arthur et Félix Co chez Penny Lane. Donc ça, c'est est-ce qu'il y a de la place ?
L'Europe n'est pas toujours ensuite facile. Bernard, tu mentionnais l'aspect un petit peu marché européen. On se rend compte quand même qu'il y a quand même des frictions encore pour passer d'un pays à un autre. Quand on est chez Conto, quand on est chez Alma, il faut quand même avoir de nouveaux désagréments. Donc c'est pas aussi fluide que ça peut être sur un marché US. Et parfois ça peut être à la fois positif pour défendre sur la prise de part de marché au début sur la France, et éventuellement plus compliqué par contre quand on attaque en dehors de France. Donc cette partie-là est intéressante. Complètement d'accord avec Philippe, puisqu'on a fait un deal qui s'appelle Rockfi ensemble dans tout ce qui est l'épargne et changement de comportement d'épargne et changement de mode de distribution. Comme je disais souvent à mes anciens collaborateurs de la SocGen, les banques en général parfois font payer ce qui n'a pas de valeur et donnent gratuitement ce qui en a. Et je pense qu'il faut inverser. On parlait aussi un petit peu tout à l'heure dans la partie commerce, en fait, des sujets qu'ont les banques qui doivent aussi écouter le besoin du client. Je pense que cette continuité, savoir vraiment comment on adresse le besoin du client est parfois quelque chose que les banques ont un peu oublié en étant un peu trop drivé uniquement par l'aspect prix de revient unitaire bas. Et en fait, comme disait un ancien confrère banquier, Ronan Lemoine, à un moment, la question, c'est est-ce que vous voulez être le courtier des banquiers ou le banquier des courtiers ? Le banquier, en fait, à un moment, va gérer l'infrastructure, le courtier va gérer la relation client. Et les fintechs ont bien compris que leur valeur ajoutée, c'est d'aller gérer l'interface client. Parce qu'en fait, comme ça, elles s'affranchissent de tout l'aspect réglementaire et capitalistique de la réglementation bancaire au sens large. Et à ce moment-là, elles sont beaucoup plus agiles d'un point de vue technologique. Rockfi, elle a quand même de la réglementation quand tu traites du wealth. Tu fais signer tes 50 pages de... Bien sûr, mais par contre, j'ai pas de legacy en termes de système d'information. Tu n'as pas le bilan. Et j'ai pas de bilan. Alors qu'il y a un petit sujet sur le crédit lombard, on est en train de le traiter, mais par contre ensuite je travaille sur parce que là on est entre initiés, Rockfi en 2 mots. Rockfi c'est grosso modo le meilleur combo entre l'expérience humaine du CGP et le digital de Revolut ou de Trade Republic. Parce en 2 mots et en plus en mettant les anciens banquiers privés dans le monde de l'entrepreneuriat en flexibilisant les coûts. Donc quelque part, n'importe quel banquier privé peut pas venir chez Rockfi. Entre guillemets, il faut qu'il soit entrepreneur dans l'âme et qui soit aussi capable d'aller chasser des nouveaux clients. Mais par contre, d'ailleurs, on lui simplifie toute sa partie back-office, administrative, onboarding. Juste un point pour prendre un peu de hauteur, parce que tu viens de l'évoquer, c'est une des questions, c'est quoi les prochains sujets. Là, on parle d'un cas particulier, mais de manière générique. On a eu beaucoup les vagues paiements, on a eu les vagues néobanques, on a eu l'assurance, IARD, etc. Et pendant très longtemps, finalement, là où il y a pourtant beaucoup de marge, voire beaucoup d'obscurité, voire de non-transparence, c'était quand même le marché du wealth. La banque privée, même si j'adore tous les banquiers qui sont là et on les connaît, mais ça n'empêche que le rapport annuel des frais, c'est très compliqué et on ne voit jamais tout. Et comme de plus en plus, il y a des nouvelles lois qui poussent à la transparence, c'est une occasion pour le client de se dire « Tiens, j'ai payé tout ça ». Et donc, il y a de nouveaux entrants et c'est à ça que vous croyez particulièrement c'est dans les prochaines années. Complètement, un vrai sujet. On est actif aussi sur WebSource, sur l'épargne retraite. Voilà, c'est des sujets. Ce qui est épargne dans les pays vieillissants, entre guillemets, comme l'Europe, parce que tu disais pourquoi tu n'es pas venu dans le paiement, mais là, pour le coup, en Europe, on est plutôt un peu plus vieux, donc l'épargne, c'est le moment, en tout cas, d'y mettre les pieds. Tu as le même avis Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est sur le moment actuel. Je pense que c'est un moment exceptionnel. De toute notre période d'investissement, au cours des 18 dernières années, je n'ai pas vu un moment comme ça où il n'y a à la fois pas encore en Europe ce redémarrage effréné des investisseurs, donc tous les investisseurs qui ne sont pas spécialisés sont sortis, et les boîtes qui ont résisté à cette phase de correction 2023, 2024, et qui aujourd'hui s'en sont sortis. Donc il y a un paquet de boîtes sur le marché dans toute l'Europe qui sont des sociétés qui font 5 millions d'euros d'ARR ou plus, et qui sont beaucoup plus raisonnables en termes d'attente. Donc c'est un marché exceptionnel. Parfois dans des secteurs surprenants. Nous, on a une boîte dans un domaine de la gestion financière des entreprises du bâtiment. Donc tu vas te dire, c'est pas un endroit où il faut être, parce que dans le bâtiment, les boîtes font faillite, etc. Les petites boîtes. Pas du tout. C'est une boîte qui va faire 15 millions d'ARR cette année, qui en faisait 3 il y a 1 an et demi, qui fait un carton, et tu te dis, il y a de la place pour les fintechs dans un certain nombre de secteurs. Alors, en ce qui concerne le wealth, je crois effectivement qu'on a à apporter, nous, les fintechs, nous, quand je dis nous, les fintechs, notre marché des fintechs, en complément de ce qui se fait ou en mieux de ce qui se fait actuellement.
Si je reprends un sujet qui a été évoqué à la fin de la table précédente sur les cryptos, je crois fermement que les cryptos ont vocation à être assez largement diffusés. Bon, notre dernier investissement, c'est une société qui ne travaille pas contre les banques, mais avec les banques, pour permettre à celles-ci de vendre à leurs clients, de proposer à leurs clients, comme elles proposent des produits d'épargne, l'accès aux produits crypto, ce qui présente un certain intérêt, parce que si tu as une grosse banque, je ne sais pas moi, par exemple... C'est l'infrastructure crypto, un peu comme tu as fait... Voilà, mais la différence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en Kraken, ils se disent ça peut disparaître, etc. Là, tu passes par ta banque, c'est pas si simple que ça, parce que c'est pas les mêmes systèmes, et tu vas acheter... Je pense que ça va se diffuser. Donc, ils ont lancé avec BBVA, en Turquie et dans d'autres pays. Ils lancent à la rentrée en France avec une banque que je ne nommerai pas, parce qu'ils n'ont pas encore fait l'annonce. Mais c'est un truc qui va se développer. Donc tu parles de combinaison, d'innovation avec le réseau traditionnel des banques. Et ça, je trouve que c'est un des thèmes assez intéressants. Alors je repense sur le Wells, parce que j'ai quand même parce qu'on en a souvent parlé sur ces estrades et aussi au Paris FinTech, il y avait quand même un truc qui revenait très souvent, c'était OK pour le paiement. Je veux bien prendre un logo d'un truc qui a le nom d'une galaxie Star Wars, de toute façon j'envoie 100 balles, au pire je les perds, je verrai, puis si ça marche, je continue. Le Wells, pour ma retraite, moi je connais des investisseurs dont je te parlais qui m'ont appelé en 2021. Je leur ai dit, bon alors maintenant tes sous tu mets dans une fintech, mais ça va pas, non? Je les ai foutus chez Lloyds, je les ai foutus chez... Voilà, parce que c'est pour ma retraite dont on parle, c'est du sérieux. Donc je caricature pas, hein, c'est des discussions vécues. En même temps, la population vieillit, donc les jeunes qui sont digital natives, qui ont cet argent peut-être sont plus ouverts. Est-ce que tu penses que c'est le moment où on peut arriver avec un Rockfi plutôt que SG Banque Privée pour mettre ses sous? Tu vois, ça fait peut-être un peu peur, Rockfi, non? Philippe, je te laisse, non, peut-être? Oui, les gens... il faut arrêter avec la peur. Je fais l'avocat du diable. Hein. Il faut arrêter avec la peur. Ce qu'a dit Didier est très important. Rockfi, ce n'est pas une banque. C'est pour le moment un intermédiaire. Sur chacun des produits, il y a des dépositaires. Et avec Didier, on va éduquer tout ce beau monde à comprendre qu'il n'y a aucun risque. Moi, j'ai vécu 2008. Je ne vais pas être méchant avec Didier, mais quand même, il y a eu l'affaire Kerviel. Ah mince, tu y étais à l'époque. Et ensuite, non, mais ensuite surtout, non, mais pas du tout. Et ensuite, moi j'ai repris Partech 8 jours avant Lehman. Enfin, le too big to fail, les banques sont sûres. Je pense que plus personne n'y croit. Le vrai sujet, c'est la diversification. Et on va être dans un monde d'investisseurs sophistiqués. Didier et moi, on ne prétend pas que Rockfi va prendre tout le marché. On prétend qu'il y a une très belle part de marché à prendre. Il ne faut jamais oublier que les gens qui ont 65 ans, ils avaient 40 ans au moment de l'Internet. Ils sont quasiment digital native. Dans 10 ans, il n'y aura plus personne qui n'a pas connu l'Internet. Et vous n'allez pas convaincre un client avec de la moquette épaisse et des produits propriétaires extrêmement chargés avec aucune transparence. Pardon de creuser ce sillon, parce que j'ai eu la même conversation sur au moins 10 verticales les 20 dernières années. Et souvent, on m'a dit ça au début sur le B2C, puis après les mêmes, 3 ans plus tard, tu les vois en B2B2C. Donc ma question, est-ce qu'il n'y a pas plus d'argent à faire, parce que vous êtes là pour faire de l'argent aussi, pour vos LP, à aller expliquer aux vieilles banques privées de toutes les banques qui sont franchement, il y a de la poussière au plafond, quoi, comment elles pourraient être digitales, parce que leurs clients attendent ça, et leur vendent de l'infra. Vous l'appelez comme on veut, mais enfin des modèles B2B2C, de la marque blanche ou juste de l'infra, parce qu'elles ont l'argent pour te le payer, et elles ont les clients en stock, alors que toi, tu vas aller les chercher tout nouveau. Là-dessus, la vraie difficulté pour avoir été de l'autre côté de la barrière, c'est d'une part quand même un legacy d'infrastructure extrêmement lourd, et deux, et là je le dis en toute décontraction, j'avais beaucoup de très bons informaticiens chez moi. Un informaticien qui se fait chier à gérer le legacy, si un jour on lui dit tu peux le make de l'IA des agents, il va te dire je vais le faire plutôt que d'acheter la solution extérieure. Donc le make or buy, aujourd'hui il y a encore volonté de faire make jusqu'au moment où il se rend compte que le make est peut-être plus compliqué. Certains y arriveront. Parce qu'il sait pas faire. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est aussi une façon pour des acteurs traditionnels de garder aussi ces équipes motivées en disant on va essayer de le faire nous-mêmes, parce que et ça peut se faire parfois. Mais c'est vrai que du coup arriver en étant une fintech, vendre un projet d'infrastructure digitale, d'onboarding sur la banque privée, alors que la banque privée gagne quand même encore plutôt bien sa vie, c'est assez compliqué. Donc le need for change et ensuite l'arbitrage interne entre make et buy n'est pas toujours évident. Je pense qu'il y a Je dirais qu'il y a deux facteurs. Pardon. Tu vas y aller, vas-y. Les deux. Il y a deux différentes catégories. En B2B2C, si je prends l'exemple de Widen, qui travaille avec les banques et qui offre la crypto au travers des banques. Ce n'est pas elle qui offre les cryptos, donc tu ne vas pas acheter
ta crypto avec un logo Wyden. Tu vas acheter ta crypto avec le logo de ta banque. Ça, c'est un premier business model, mais il n'empêche que, comme les autres modèles de wealth, ils sont aussi rémunérés sur le volume. Ça, c'est un modèle qui est intéressant. Et la spécificité de ce modèle, c'est que tu peux être cross-border. Tu vas signer en Espagne, tu vas signer en Turquie, tu vas signer en France. Tu n'as pas besoin d'être local. Il y a des succès dans le wealth, et je trouve que, comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal de boîtes qui sont bien développées. Et dans le wealth, quand tu as un certain volume d'AUM, tu commences à être rentable. Mais il y a un côté très géographiquement cloisonné pour l'instant. Tu prends Monument Bank, c'est quand même un gros succès, mais c'est un gros succès au UK. Et si toi, citoyen français, tu veux ouvrir chez Monument Bank, tu ne peux pas. Il y a d'autres exemples comme ceci. Donc c'est là où il y a des opportunités, je pense, sur le marché. Elles sont très régionales. Le challenge, ça va être de développer à l'international. Alors j'aurais 1000 questions, on a dépassé énormément. J'allais vraiment poser la dernière, mais vas-y si tu veux, très court alors. Deux remarques. Une. Moi, on m'a raconté la même chose sur le retail, que c'était local. Revolut, 50 millions de clients. Et tous les banquiers que j'ai vus à l'époque me disaient Revolut va se planter. Et je peux vous faire une confidence, c'est un de mes gros miss, Revolut. J'ai vu un entrepreneur russe fou avec un de mes partenaires, on n'a pas évolué, on n'a pas investi. Quelle erreur. Donc, je ne suis pas payé, ce n'est pas une de mes sociétés de portefeuille, 50 millions de clients, évidemment. T'en as qu'un. Bah oui, mais il n'y en a qu'un. Mais il y en a un qui fait 2 fois le nombre du client du Crédit Agricole, qui était la plus grosse boîte de retail en Europe. Donc, moi, je dis chapeau, mais... Pas exactement le même... non, je dis... non, mais vous allez voir. Je conseille aux banquiers à la place de ne pas sous-estimer Revolut. Deuxième sujet, on a vu qu'il y a des acteurs mondiaux qui sont capables d'émerger sur des sujets qui étaient autrefois locaux. Stripe, ou la seule IPO réussie en Europe sur la FinTech, Alien. Ils ont globalisé le marché. Donc moi, je suis très, très méfiant sur c'est des plaies locaux et on est protégé parce que le consommateur européen, la CSP+, milanaise, elle est beaucoup plus proche de la CSP+, parisienne que les différences classes sociales à l'intérieur d'un même pays. Il ne faut pas oublier la convergence des comportements. Troisième chose... Karl Marx revient sur la table. Ça sera mon dernier point. Je pense que ce qu'on veut dire avec Bernard et Didier, c'est beaucoup plus large que le wealth. Le wealth, c'est un micro-segment. Il y a une explosion du marché de l'épargne. Autre exemple de globalisation incroyable, eToro. eToro, les brokers, ils étaient locaux. Schwab, BD avec Selfstrate en Europe, en France, Boursorama. Vous avez quelqu'un comme eToro qui a 5 millions de clients, 38 millions d'users. Moi, je ne l'ai pas fait non plus. Chapeau. On voit bien qu'il y a une globalisation des marchés. Donc je pense que globalement, le wealth, c'est intéressant, mais le marché de l'épargne va disrupter. Il y a un lancement des fonds de pension. Les gens commencent à tous comprendre qu'il y a des commissions occultes et qu'il va falloir introduire de la transparence. Et c'est pour ça que je pense que le marché de l'épargne va être complètement bouleversé dans les prochaines années. Merci beaucoup. Ça sera malheureusement le mot de la fin parce que j'ai encore une présentation avec mon ami Hubert et après on doit manger tous ensemble. Vous pouvez les applaudir. Merci.